Bonjour Christophe. On est bien là, hein? Ah, on est très bien. On est bien. J'ai voulu te faire intervenir ici parce que hier soir il y a eu en plénière sur la conférence d'introduction la discussion sur les prises de notes, Oui. Avec numérique, sans numérique, Oui. Cursif, pas cursif. Et toi tu as fait pas mal de choses là-dessus, donc j'aurais aimé avoir ton point de vue. Alors, je ne suis pas universitairement spécialiste sur la question de notes, je lis un petit peu ce que la recherche produit. Oui, puis tu as publié des choses dans ton blog. J'ai publié un petit peu, bah là c'est des choses, c'est des retours d'expérience. Donc j'ai expérimenté pas mal de choses, je fais mon petit bonhomme de chemin. Alors, j'ai eu une sorte d'épiphanie, c'est-à-dire de révélation récemment. Ouais. C'est un petit mot, 3 syllabes, Ouais. petite épiphanie. C'est-à-dire, j'étais un petit peu sur toujours sur la nuque, sur le dos des élèves, sur la prise de notes. Vous ne prenez pas de notes, prenez des notes. C'était un sujet conflictuel en classe. Ah ouais. La prise de notes. Mon présupposé étant, s'ils prennent pas de notes. Fallait qu'ils gribouillent, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient S'ils prennent pas de notes, ils foutent rien, ils font rien, ils sont pas sur le cours, ils sont distraits, etc. Donc je me souviens avoir longtemps, je me suis fâché avec les élèves ou excité sur cette question-là. Et puis un jour, une révélation. Voilà, la révélation, c'est que en fait, mystique, hein. justement, j'ai lu un article universitaire qui m'a expliqué que la prise de notes, c'est bien, mais à certains moments, que pour certaines formes de compréhension profonde, synthétique, c'est pas forcément facile pour les élèves parce qu'ils sont un peu en surcharge cognitive entre la prise de notes qu'ils font, la compréhension générale, et parfois il vaut mieux ne pas prendre de notes à certains moments. Est-ce que c'est pas le même article qui disait que l'écriture cursive dans certaines époques de développement chez les petits, 100% de la CPU était juste sur la forme des lettres, et pas du tout ce qu'ils écrivaient. C'est lié à ces questions-là, c'est pas le même article, c'est lié à ces questions-là. Ouais. C'était lié, moi, à une lecture d'article assez récent sur l'efficacité de la prise de notes manuscrite versus prise de notes au clavier. Donc il y a eu des études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que la prise de notes manuscrite est préférable en termes d'apprentissage, de rétention d'informations et de compréhension à la prise de notes clavier. Pourquoi ? Tu me poses la question en fait. Pourquoi, François Jourdan ? Parce que c'est une émission littéraire. Je me pose la question, mais pourquoi ? Parce que on tape plus vite, quand on tape bien quand même, on tape plus vite que l'on écrit à la main. Et donc l'écriture à la main, comme elle est plus lente, il y a plus de réflexion et d'assimilation. On est moins pressé, on réfléchit plus à ce qu'on fait. C'est ce que l'étude semble montrer. Donc c'est favorable à la compréhension profonde sur le long terme. Alors, l'étude montre ça. En même temps, il faut voir de quelle manière sont prises les notes par ceux qui les prennent au clavier, parce que aussi quand tu veux prendre tout ce qui est dit par le prof, évidemment tu tapes vite, mais ça c'est de la transcription, c'est pas vraiment la prise de notes d'une part. Ce que pointait l'étude d'autre part, c'est que le problème des claviers, c'est les écrans qui sont pas loin, et que les écrans sont source de distraction dans la classe, même pour celui dont ça n'est pas l'écran, mais le regard est attiré par l'écran du voisin. Donc il y a ces problèmes-là qui se surajoutent. Et après il y a d'autres technique de prise de notes que la prise de notes linéaire dont parlait l'étude ici. L'étude ne parlait que d'une prise de notes linéaire. Donc il faudrait voir aussi. Alors quels sont les autres types de prise de notes ? Il y a évidemment pas mal de formes de prise de notes, pas forcément linéaire, mais ça quand même, de toute façon, la prise de notes même linéaire, il faut l'enseigner aux élèves. C'est long à apprendre, c'est long à assimiler. Moi j'ai mes élèves je les reçois en première, en terminale, mais même là, pour beaucoup d'entre eux, c'est pas encore assimilé comme méthode. Donc il y a des tas de conseils à leur donner à ce moment-là. Et puis, c'est intéressant aussi de les sensibiliser au moins aux prises de notes non linéaires. Les prises de notes non linéaires sont des prises de notes plutôt visuelles, plutôt graphiques. Alors, il y a si je ne me trompe pas, il y a deux grands registres. Nous avons, alors là tu me dis, mais quels sont ces deux grands registres ? Quels sont ces deux grands registres ? Attends, je reprends mon émission littéraire, mais François Jourdan, quels sont ces deux grands registres ? Excellente question. Alors nous avons, si vous voulez bien, un premier registre qui est plutôt ce qu'on appelle en fait la carte d'idées, le mind map, la carte heuristique, où on a une prise de notes en arborescence. C'est-à-dire qu'on a un point central, et puis les branches. Voilà. L'idée, donc il faut quand même, ça s'apprend, on commence plutôt, c'est mieux d'avoir la page en format paysage, horizontal, on commence au milieu, on déploie les branches autour, ça s'apprend. Et puis il y a les prises de notes, plus ce qu'on appelle le sketchnoting, c'est-à-dire un peu du gribouillage. On va chercher des métaphores visuelles, on va dessiner. Le dessin étant. Il faut maîtriser un peu le dessin, le symbole. Alors il y a des manières, il y a des manières de s'entraîner à des choses. Enfin, il y a des trucs assez simples. Et on n'est pas censé bien dessiner. L'idée, c'est de s'approprier le contenu. Alors je pratique pas tellement ça, mais il y a des tutoriels assez intéressants à suivre. Et pour certains élèves, ça peut être une méthode très intéressante.
intéressante. Alors, quand on enseigne, quand on sensibilise à la prise de notes en carte d'idées, qui dans certains pays est très utilisée, je crois savoir qu'en Finlande ça se pratique beaucoup. C'est toujours bien, c'est pas bon forcément pour tout le monde, mais il faut que tout le monde s'y essaye un peu. Je veux dire, un élève qui au bout d'une séance me dit c'est pas pour moi, j'attends, je lui dis attends, essaye quand même quelques heures de vol avant de dire si c'est pas pour toi, parce que les élèves qui se rendent compte que c'est pour eux, ça peut devenir extrêmement efficace, parce que c'est une prise de notes qui permet une considération synoptique du sujet. Tu sais, où tu peux comme ça avoir des mises en relation quand tu tournes pas la page, ça t'oblige à être ultra synthétique. Et ça te permet de voir des relations entre les choses. Des liens entre les concepts. Et sachant qu'une prise de notes, qu'elle soit linéaire ou graphique ou arborescente, est supposée faire l'objet d'une reprise à froid pour des compléments, pour une augmentation par des couleurs, etc. Ah, tu as aussi les prises de notes individuelles, ce qu'on vient de voir, et les prises de notes collaboratives versus collaboratives. Alors ça c'est intéressant. Alors là on est vraiment dans l'augmentation. C'est bien, tu m'as posé la question tout seul là ce coup-ci. Ah bah, alors ça c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans ce que la technologie permet. Alors là, une chose qui n'était pas possible sans les outils de collaboration numérique. Alors là il y a plusieurs formules et en fait il y a de la collaboration sur de l'écriture linéaire. Donc on peut travailler, il y a plein de solutions techniques. Synchrone, asynchrone. Synchrone, asynchrone. Alors, wiki, Etherpad. Alors le wiki ça sera plutôt asynchrone, on ne peut pas éditer en même temps la même page. Ouais. Tout ce qui est Etherpad, Google Doc, Office 365 le fait aussi. On peut voir le curseur de l'autre qui est écrit en direct. En couleurs différentes, donc on les voit. Donc on a vraiment une visualisation du travail des autres, une présence des autres. On écrit tout sur le même document. Ensuite tu as l'écriture avec Twitter. Alors attends, avant d'aller ça, juste dire, si je peux me permettre, je te permets. Si je me permets, pour rester dans le même sphère, on parlait des cartes d'idées du mind mapping. Oui. Là, on a aussi des outils numériques pour le mind mapping. Alors, c'est très puissant le mind mapping numérique, en format numérique. Pourquoi ? Parce que, comme le traitement de texte, on peut réagencer les choses très facilement, corriger, mais aussi on peut déployer l'information et faire varier le niveau de complexité de la prise de notes. On peut le faire aussi avec, par exemple, dans un traitement de texte, tu sais, les modes plans, ce genre de choses aussi, des prises de notes en incrémentation, avec des petits paragraphes qui se déroulent ou s'enroulent. Il y a des outils pour faire ça, pas mal d'outils pour faire ça. Même des gestionnaires de tâches, des outils de gestion de tâches, tu peux les détourner pour faire la prise de notes comme ça. Collaboratif. Et alors, nous parlions donc et puis alors, après, on peut carrément utiliser, aller dans les réseaux sociaux et voir est-ce qu'on peut pas faire la prise de notes collaborative avec ça. Alors moi, j'ai essayé de faire. Alors, je me rappelle un scénario avec Twitter, des hashtags, et ensuite, c'est toi qui reconstruisais le fil sur Storyfy. Sur Storyfy. Alors, j'ai eu la chance d'avoir certaines années des classes, oui, ça s'est bien passé. Certaines classes étaient vraiment intéressées par Twitter, donc on y est parti. Et on n'a pas besoin d'avoir toute la classe qui fait la prise de notes. Puis certaines années, ça n'intéresse vraiment personne, alors on fait autre chose. Mais les années où je l'ai fait, donc pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors, ce que j'ai fait moi, pour savoir, c'est très simple. Il suffit de 2-3 élèves assez actifs qui font pas trop de photographes. Le problème de Twitter, c'est l'immédiateté et quand même il y a beaucoup de prises de notes mauvaises orthographiquement. D'accord. Alors ça oblige à faire des corrections. On peut contourner ce problème-là en utilisant des outils similaires à Twitter mais qui ne sont pas Twitter. Par exemple des plateformes comme Today's Meet qui sont des petits salons de chat qui sont limités à 140 signes aussi. Donc on a une contrainte Twitter dans la rédaction qui est très intéressante parce qu'on est dans la concision, mais c'est des petits salons privés. Et puis une fois que c'est validé, alors on peut copier-coller peut-être l'élément. Donc on n'est pas obligé de. Le problème de Twitter, c'est que tu publies au grand jour et dans l'immédiateté. Et franchement, beaucoup d'élèves ont du mal à faire ça proprement. D'accord. Voilà. En tout cas, si j'ai 1, 2, 3 élèves qui le font en classe, ça permet des choses très intéressantes. Par exemple. Non, c'est peut-être mieux que tu me demandes. Tu peux me donner des exemples ? Alors, des exemples, écoute. Ça, je fais bien. Par exemple. Interview dirigée. Par exemple, si tu as un vidéoprojecteur, tu peux soit en direct, ça dépend ce qui se passe, soit en direct, soit à intervalles réguliers, projeter ce qui a été pris en note sur Twitter ou sur Today's Meet. Ça permet de faire un petit rappel. Voilà. Est-ce que c'est correct par rapport à ce qu'on a dit ? Ça permet d'aider à ceux qui n'ont pas pris des notes à compléter leurs notes, etc. Donc ça c'est intéressant. Et puis tu peux aussi faire un travail après coup.
enfin ça tu pourrais le faire en même temps aussi, ce que je te dis là, avec un outil d'agrégation tel que Storify justement, qui permet dans une page, un même document, aller extraire les meilleurs tweets, les meilleurs messages de différents comptes et de les mettre la chronologie, le raisonnement. Voilà. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que tu peux prendre des tweets de différentes personnes, ou si tu as l'occasion de faire un cours à différentes classes avec un hashtag unifié, alors tu peux prendre des prises de notes de différentes classes et les agréger au même endroit, sachant qu'une fois que tu as fait ça, tu peux aussi augmenter par de l'audio, avec du SoundCloud, de la vidéo, etc. Donc tu peux augmenter vraiment le document. Ça fonctionne pas mal. Et au final, c'est pour toi, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Écoute, ça dépend du temps. Le plus pertinent, c'est de faire des choses qui... Enfin, il faut pousser un peu la classe pour voir si vraiment ils aiment ou pas quelque chose, mais le plus intéressant, c'est de faire des choses qui fonctionnent dans une classe, donc il n'y a pas de règle absolue. L'apprentissage de la prise de notes, ça, c'est quand même une compétence importante, incontournable, mais c'est pas toujours le bon moment de le faire. On pourrait peut-être parler du fait que la prise de notes quand même a tendance à favoriser une pédagogie frontale, donc c'est pas forcément ce qu'on veut faire avec nos élèves, et s'il s'agit de gratter des pages, ils peuvent très bien le faire à la maison, c'est pas forcément la valeur ajoutée du prof à ce moment-là. L'important, c'est que les prises de notes, c'est que l'élève s'approprie la prise de notes, qu'elle soit retravaillée, appropriée, assimilée évidemment, et donc peu importe le flacon au sens là, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et puis c'est la pédagogie, c'est la philosophie. Exactement. Et puis, alors peut-être je peux te parler d'une expérience que j'ai faite cette année, qui est un peu nouvelle. Alors on a le temps, hein. On a le temps, c'est encore 2-3 gigas de disque dur de libre ou pas? Il y a quelques bobines là. C'est plus des bobines, mon gars, on a un peu évolué. On fermera. Alors une petite expérimentation que j'ai menée depuis à peu près 1 an et demi et qui fonctionne pas trop mal est la suivante. Ça a commencé comme ça. J'ai commencé à faire à mes élèves ce qu'on peut appeler des tickets de sortie. À la fin de la classe, je réserve. Alors, soit ils le rédigent durant le cours et le document, ils me le remettent en sortant, soit je réserve 5-10 minutes à la fin de la classe avec 3 questions type du genre. Donc à la fin de chacune des séances. Oui, il y avait un petit formulaire A5 avec dites-moi une idée importante du cours pour vous, donnez-moi une idée compliquée pour vous, et puis posez une question ou imaginez ce dont on parlera la prochaine fois, par exemple. Donc d'être un peu réflexif sur ce qui a été dit. Alors ça marche bien. Alors, ça marche bien de leur dire en début de cours, voilà ce que vous aurez à répondre à la fin du cours. Donc leur prise de notes est aussi orientée par ces contraintes-là. Ça peut être bien de le faire à la fin du cours. Moi j'ai des cours qui sont assez courts, donc mes élèves je les vois que 2 fois par semaine, 2 heures, certains, la plupart d'entre eux. Donc c'est un peu court, ça me prend du temps. Ils aiment bien le faire. Alors je me suis dit, ça serait peut-être bien aussi qu'ils le fassent à froid. On y réfléchit un petit peu, donc faire ça à la maison. Et puis s'ils le font à la maison, finalement, mais autant le faire numériquement. Comme ça, la collecte est plus facile, l'archivage, etc. Alors, j'ai fait un petit formulaire, des petits formulaires Google. J'ai pris Google parce que ça fonctionne bien, mais il y a d'autres outils pour faire ça. Donc un petit formulaire. Et puis évidemment, dès que c'est dans un formulaire, ça va aller se peupler automatiquement en petit tableur. Et puis dès que c'est dans un petit tableur, j'ai des petits add-ons, des petits trucs pour l'imprimer en papier ou l'exporter ou en faire des Google Docs, des documents collaboratifs, retravailler le document, le projeter à la classe, faire des statistiques, des recherches sémantiques, des nuages d'idées, de mots-clés, que sais-je. Donc, et ça a bien marché. Et l'idée c'est qu'ils écrivent beaucoup, des écritures pas trop longues, régulières. Quand ils me le font comme ça, ces petits tickets de sortie, moi je leur redonne après. Et comme ça, ils l'archivent, ils le conservent. Avec eux. Donc ça permet une meilleure mémorisation longue Ça permet d'avoir une activité de synthèse à la fin de la classe. De synthèse qui forcément est favorable à la mémorisation. D'accord. Ouais. Le ticket de sortie. Le ticket de sortie. Les Américains appellent ça aussi l'exit slip. Ouais. Mais j'ai pas compris pourquoi slip. J'ai cherché une slip, j'ai pas trouvé. C'est sorti. C'est pas vrai. On ne laisse pas son slip en sortant, c'est pas ça non plus. Je sais pas. On va se renseigner pour la prochaine. Exit ticket. Exit ticket. Voilà. Et ben merci François. Merci Christophe. À la prochaine. À l'an prochain. À l'an prochain.